Ceci pourrait être le scandale financier le plus dangereux de toute la présidence Trump, et il est en train de se produire sous nos yeux. Donald Trump panique, pas discrètement, pas stratégiquement. Il improvise, il minimise, il banalise. Et dans ce moment de panique, il vient de révéler quelque chose d'extraordinairement grave. Il annonce que les États-Unis vont verser 10 milliards de dollars à une entité qu'il appelle la Border of Peace. 10 milliards. Présenté comme un petit montant. 2 semaines de guerre, selon lui. 2 semaines. Comme si l'argent public était un jeton de casino. Comme si le Trésor américain était un compte privé dont il dispose à volonté. Mais ce n'est pas simplement une dépense controversée. C'est une admission. Une admission incriminante que des milliards sont en train d'être redirigés vers une structure qui ressemble de plus en plus à une ONU parallèle. Un réseau d'autocrates et d'hommes forts. Netanyahou, MBS, Poutine, Orban. Un cabale qui cherche à contourner les institutions internationales pour imposer un ordre alternatif, opaque, sans contrôle démocratique. C'est grotesque. Et pendant qu'il vend cette fiction comme une initiative de paix, les contribuables américains sont en train de financer l'expérience. Les familles qui luttent pour payer leur loyer, les vétérans dont les prestations sont menacées, les étudiants étranglés par leurs dettes. Vous payez, ils encaissent. Ce n'est pas de la diplomatie, c'est du magical thinking mêlé à un grift massif. C'est le même schéma qu'ils répètent depuis des décennies. Promettre la grandeur, créer le chaos, monétiser le désordre. Et voici pourquoi il panique. La façade se fissure. Les contradictions s'accumulent. Les montants explosent. Les questions deviennent impossibles à ignorer. Ce moment n'est pas isolé, c'est un symptôme. Et il pourrait marquer le début d'un effondrement bien plus large que ce qu'il est prêt à affronter. Maintenant, remettons les choses en perspective, parce que ce n'est pas la première fois que Trump joue ce jeu grotesque du « je ne sais rien » avant que les preuves ne surgissent. Rappelez-vous le scénario habituel. Il affirme qu'il n'est pas impliqué. Il dit que c'est « fake news ». Il accuse les médias. Il accuse les démocrates. Il accuse l'État profond. Puis lentement, les faits émergent. Et soudain, il change de version. C'est exactement ce qui est en train de se produire ici. Il présente ces 10 milliards comme une contribution noble, presque héroïque. Il parle d'un petit montant. Il compare cela au coût d'une guerre, comme si la seule alternative à son projet était le chaos mondial. C'est du gaslighting pur. Il redéfinit la réalité pour que toute opposition paraisse irresponsable. Mais regardons ce qu'il dit vraiment. Il ne parle pas d'un vote du Congrès. Il ne parle pas d'un processus transparent. Il ne parle pas d'un contrôle indépendant. Il parle d'une décision exécutive annoncée comme un fait accompli. Let's look at what he really said. Il affirme que nous allons faire une contribution de 10 milliards. Pas « nous envisageons », pas « nous débattons ». Il parle au présent, comme si l'argent était déjà engagé, comme si le peuple américain n'avait aucun rôle à jouer. C'est révélateur. Parce que Trump a toujours fonctionné ainsi. Créer une réalité parallèle par la répétition. S'il le dit avec assez d'assurance, cela devient vrai pour son audience. Fox News amplifie, les commentateurs répètent, et toute remise en question devient une attaque partisane. Regardez la machine médiatique se mettre en marche. Les voix sur les plateaux crient que les démocrates sont le parti de la corruption. Ils accusent l'autre camp de détourner des milliards à travers de fausses entreprises. Pendant ce temps, le chef de leur propre parti parle de rediriger 10 milliards vers une entité floue sans transparence claire. C'est du projectionnisme classique. Accuser l'adversaire exactement de ce que vous êtes en train de faire. Et ce n'est pas isolé. Trump a déjà été accusé d'avoir profité de la présidence pour enrichir son entourage. Jared Kushner et ses investissements controversés au Moyen-Orient. Des membres du cabinet qui quittent leurs fonctions avec des opportunités financières considérablement améliorées. Des politiques publiques qui semblent étrangement alignées avec des intérêts privés. Alors, quand il présente ce nouveau projet comme une simple initiative de paix, la question devient évidente. Qui bénéficie réellement de ces 10 milliards? Parce que ce que nous voyons n'est pas un plan détaillé avec des garde-fous institutionnels. Ce que nous voyons, c'est une annonce spectaculaire sans cadre clair. Une somme gigantesque prononcée avec désinvolture. Une normalisation du transfert massif de fonds publics. Et c'est là que la contradiction éclate. Trump se présente comme le champion du contribuable, l'homme qui va drainer le marais.
Il affirme qu'il protège l'argent des Américains contre les élites corrompues. Mais lorsqu'il parle de 10 milliards comme d'une ligne budgétaire insignifiante, il révèle sa véritable relation à l'argent public, un outil stratégique à manipuler, pas une responsabilité sacrée. C'est humiliant pour son propre récit, parce que soit ces 10 milliards sont insignifiants, et alors pourquoi les familles américaines doivent-elles se serrer la ceinture? Soit ils sont significatifs, et alors pourquoi une telle désinvolture? On ne peut pas avoir les deux. Et plus il parle, plus la fissure s'élargit. Il est en train de construire une narrative où toute opposition est anti-paix, où toute question est anti-américaine. C'est une stratégie émotionnelle, pas une stratégie politique. Il polarise pour éviter l'examen. Mais l'examen arrive. Les chiffres sont trop grands. Les implications sont trop lourdes. Et la répétition de ce modèle, minimisé, détourné, accusé, devient de plus en plus transparente. Ce n'est pas seulement une question de 10 milliards, c'est une question de crédibilité, de pouvoir exécutif et de la manière dont l'argent public est utilisé pendant que le public est distrait. Et ce que nous allons découvrir dans les détails rend l'histoire encore plus troublante. Maintenant, entrons dans les détails, parce que c'est ici que l'histoire devient vraiment troublante. Regardons d'abord la déclaration elle-même. Il dit « Les États-Unis vont faire une contribution de 10 milliards de dollars à la Border of Peace ». Il insiste sur le fait que ce montant est très petit comparé au coût d'une guerre, 2 semaines de combat, selon ses mots. Arrêtons-nous là. 10 milliards de dollars ne sont jamais un petit montant. Ce chiffre équivaut à des budgets entiers de programmes sociaux. Il représente des milliers de bourses étudiantes, des soins médicaux, des aides aux vétérans. Pourtant, il est prononcé avec la légèreté d'une ligne budgétaire secondaire. C'est une technique rhétorique classique, minimisée pour neutraliser la réaction émotionnelle. Mais regardons la structure elle-même. La Border of Peace n'est pas une institution reconnue par les grandes organisations internationales. Ce n'est pas une agence onusienne établie. Ce n'est pas un programme voté par une coalition multilatérale traditionnelle. Elle est présentée comme une alternative, une plateforme parallèle. Et c'est là que les noms entrent en jeu. On parle d'un réseau d'acteurs politiques déjà associés à des gouvernances autoritaires. Benjamin Netanyahou, Mohamed Ben Salman, Vladimir Poutine, Viktor Orban. Des dirigeants qui ont tous, à divers degrés, été accusés de restreindre la presse, de consolider le pouvoir exécutif et d'affaiblir les contre-pouvoirs. Je veux que vous réfléchissiez à cela. Une structure internationale alternative, financée en partie par 10 milliards de dollars américains, soutenue par un cercle d'hommes forts. Vous ne pouvez pas inventer cela. Et maintenant, examinons le contexte financier plus large. Trump est déjà engagé dans un conflit avec l'IRS portant sur des milliards de dollars. Il a un historique d'entreprises déclarées en faillite. Casinos, compagnies aériennes, produits de marque, universités privées. Chaque fois, le modèle est similaire. Expansion spectaculaire, promesses grandioses, puis restructuration ou effondrement, laissant les autres absorber les pertes. Ce schéma est documenté depuis des décennies. Et pourtant, lorsqu'il parle de 10 milliards aujourd'hui, il le fait comme si son propre historique financier n'existait pas. C'est là que la crédibilité devient centrale. Parce que dans toute décision publique impliquant des montants aussi massifs, la question clé est la suivante. Quel mécanisme de supervision existe? Qui audite? Qui contrôle l'allocation des fonds? Quels rapports seront publiés? Dans cette annonce, rien de tout cela n'est détaillé. Nous avons une somme, un slogan, une comparaison dramatique avec la guerre, mais pas de plan public détaillé. C'est une architecture de communication, pas une architecture institutionnelle. Et pendant que cette annonce circule, un autre élément attire l'attention, la normalisation des dépenses extravagantes au sein de certaines agences fédérales. Des rapports indiquent des projets d'acquisition d'avions de luxe, des investissements massifs dans des infrastructures controversées, des décisions budgétaires prises avec une rapidité inhabituelle. Prenons un exemple précis. Un Boeing 737 MAX 8, équipé d'une chambre, de douches multiples, d'écrans géants et d'un bar. Coût estimé, 70 millions de dollars. Officiellement présenté comme pouvant être utilisé pour des missions liées aux expulsions ou aux déplacements officiels. Mais regardons les chiffres. La capacité mentionnée est d'environ 18 passagers avec possibilité de couchage pour 14. Or, les vols d'expulsion transportent souvent entre 50 et 100 personnes, encadrées par du personnel de sécurité.
La configuration ne correspond pas aux besoins opérationnels typiques. C'est une discordance logistique évidente. Et lorsque des responsables internes expriment des doutes sur l'usage réel de cet appareil, cela soulève une question plus large. Assistons-nous à une série de décisions budgétaires où le confort et le prestige priment sur l'efficacité? C'est ici que l'histoire des 10 milliards prend une autre dimension. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'un montant isolé, il s'agit d'une culture décisionnelle, d'une tendance à présenter des projets coûteux comme nécessaires, urgents, presque patriotiques, tout en minimisant les détails pratiques. Et dans le même temps, les citoyens ordinaires font face à une augmentation des loyers, des factures d'énergie, des coûts de santé. Des programmes sociaux sont régulièrement présentés comme trop coûteux. Les discussions budgétaires mettent en avant la nécessité de discipline fiscale. Mais lorsqu'il s'agit de projets spectaculaires, les milliards apparaissent soudainement disponibles. C'est cette contradiction qui alimente le malaise. Regardez la séquence globale. Annonce d'un projet international massif, minimisation du coût, absence de détails structurels publics, contexte d'historique financier controversé, décisions parallèles impliquant des dépenses de luxe. Chaque élément pris isolément peut sembler défendable par ses partisans, mais ensemble, ils dessinent un modèle. Un modèle où la rhétorique de la paix, de la sécurité et du patriotisme est utilisée pour légitimer des flux financiers gigantesques avec une transparence limitée. Et c'est précisément ce type de configuration qui, historiquement, finit par provoquer des enquêtes, des audits et des commissions parlementaires. Parce qu'à ce niveau, il ne s'agit plus seulement de politique partisane, il s'agit de gouvernance. Il s'agit de la manière dont l'exécutif conçoit son rapport au trésor public. Et plus les chiffres s'accumulent, plus les contradictions deviennent difficiles à ignorer. Ce qui était présenté comme un simple petit montant commence à ressembler à un point d'entrée dans un système beaucoup plus vaste. Et lorsque l'on assemble toutes ces pièces, une conclusion se dessine. Nous ne regardons peut-être pas un incident isolé, mais le symptôme d'une dynamique plus large où pouvoir, prestige et argent public s'entremêlent dangereusement. Et maintenant, élargissons le cadre. Parce que si vous pensez que ces 10 milliards sont un incident isolé, vous manquez le tableau d'ensemble. Ce que nous sommes en train de voir, c'est un modèle, un effondrement systémique déguisé en autorité. Regardez son comportement public ces derniers mois. Les discours deviennent de plus en plus décousus. Les phrases s'interrompent. Les digressions s'allongent. Il passe d'un sujet à l'autre, parfois en quelques secondes, ranting and raving, comme si la réalité elle-même lui échappait. Les comparaisons historiques approximatives, les chiffres jetés au hasard, les superlatifs permanents. C'est une présidence gouvernée par l'improvisation émotionnelle. Et dans ce contexte, annoncer 10 milliards comme un petit montant prend une dimension encore plus inquiétante. Ce n'est pas seulement une question budgétaire, c'est une question de jugement. Parce que l'histoire de Trump, bien avant la Maison-Blanche, est marquée par des faillites spectaculaires. Casino à Atlantic City, Trump Steaks, Trump University, projets immobiliers surévalués, promesses d'exclusivité, puis restructuration, puis pertes absorbées par d'autres. Le schéma est ancien. Surestimer, surpromettre, externaliser le coût. Et maintenant, transposons ce schéma au niveau géopolitique. Lorsque vous combinez une tendance historique à la gestion chaotique avec des décisions impliquant des milliards de fonds publics, la question devient existentielle. À quel moment le risque privé devient-il un risque national? Parce que pendant que ces projets internationaux prennent forme, d'autres indicateurs racontent une histoire différente. Les sondages fluctuent. Les élections locales et spéciales montrent des résultats imprévisibles. Dans certains États traditionnellement acquis, les marges se réduisent. La fatigue politique s'installe. Même parmi des électeurs qui avaient soutenu le message initial de rupture. Ce n'est pas une vague soudaine. C'est une érosion lente. Et dans ce climat, multiplier les annonces spectaculaires peut ressembler à une stratégie de diversion. Lorsque l'attention publique se focalise sur un projet grandiose, elle se détourne temporairement des difficultés domestiques. Regardez l'économie quotidienne. Les loyers augmentent. Les factures d'électricité explosent dans certaines régions. Les coûts de santé restent un fardeau. Les discussions sur les coupes potentielles dans les prestations des vétérans ou dans certains programmes sociaux provoquent des réactions intenses. Pour ces familles, 10 milliards ne sont pas un concept abstrait. C'est un contraste brutal. On explique qu'il faut réduire les dépenses.
On invoque la discipline fiscale, on parle de priorités budgétaires. Puis, soudainement, des milliards apparaissent pour des projets dont la structure reste floue. C'est cette dissonance qui alimente la colère. Et il y a plus. L'ombre persistante d'affaires passées, enquêtes, dossiers controversés, relations ambiguës avec certaines figures internationales continue de planer. Chaque nouveau projet massif réactive ces questions. Chaque nouveau flux financier international ravive les soupçons d'intérêts croisés. Parce qu'à ce niveau, la perception compte presque autant que la réalité. Si l'exécutif semble proche d'un cercle d'autocrates, si des décisions budgétaires majeures semblent bénéficier à des réseaux opaques, si le discours public minimise constamment l'ampleur des montants, alors la confiance s'érode. Et lorsqu'un gouvernement commence à perdre la confiance d'une partie significative de la population, le risque n'est plus seulement politique, il devient institutionnel. Les marchés observent, les alliés observent, les adversaires observent. Un pays dont la gouvernance paraît impulsive et imprévisible envoie un signal de vulnérabilité. C'est pourquoi ces 10 milliards dépassent largement leur montant nominal. Ils deviennent un symbole d'une approche du pouvoir où le spectaculaire remplace la planification, où l'annonce remplace la procédure, où la loyauté personnelle semble parfois primer sur les mécanismes traditionnels de contrôle. Et lorsque vous assemblez tout cela, les discours erratiques, l'historique financier, les tensions budgétaires domestiques, les réseaux internationaux controversés, vous obtenez un tableau cohérent. Ce n'est pas un faux pas isolé, c'est le symptôme d'un système qui se tend, d'une présidence qui multiplie les gestes massifs pour projeter la force alors que les fissures internes deviennent plus visibles. Et dans l'histoire politique, ce type de phase précède souvent un moment de bascule. Pas toujours spectaculaire, parfois progressif, mais réel. La question n'est donc plus seulement « peut-il le faire ?» La question devient « combien de contradictions peuvent s'accumuler avant que le poids devienne insoutenable ?» Voici la ligne de fracture. D'un côté, un discours qui parle de paix, de grandeur et de patriotisme. De l'autre, des montants colossaux annoncés sans transparence totale, minimisés comme s'ils étaient insignifiants. C'est la différence entre la rhétorique et la responsabilité, entre l'image projetée et les mécanismes réels du pouvoir. Ce débat dépasse les 10 milliards. Il concerne la manière dont une démocratie gère l'argent public. Il concerne la séparation des pouvoirs. Il concerne la question fondamentale suivante. Est-ce que les décisions majeures sont prises avec contrôle, supervision et responsabilité ou sont-elles imposées par déclaration? Lorsque des sommes gigantesques sont normalisées, lorsque les contradictions s'accumulent, lorsque la communication remplace la procédure, nous devons poser des questions. Pas par réflexe partisan, mais par exigence civique. La démocratie ne s'effondre pas en un jour. Elle s'érode lorsque la vigilance disparaît. Si vous pensez que ce type d'analyse est nécessaire, soutenez les médias indépendants. Abonnez-vous, partagez cette vidéo, continuez à demander des comptes, quel que soit le parti au pouvoir. Parce qu'au final, la question n'est pas seulement de savoir qui gouverne, la question est de savoir comment.